Alors, je dirais pas la fête est finie, parce que c'était pas la fête, c'était bien. Bon, on voit aujourd'hui, en tout cas, qu'on entre dans une période sévère. État des lieux, sur l'accès au crédit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour le ménage moyen? Est-ce que vraiment ça c'est un peu compliqué? Moi j'entends un discours que je trouve un peu aseptisé. Ou est-ce que c'est dur? Ça c'est très clairement compliqué. On a eu moi je résume, on a eu 2019, c'était le crédit pour tous pas cher. Les banques prêtaient à 110%, c'est-à-dire qu'en gros vous étiez primo-accédant, on vous disait vous avez besoin de 150 000 euros, les frais annexes c'est 10 000, on vous met les 160 000, et puis vous gardez votre petite épargne que vous avez pour commencer. Dans les droits de mutation notamment, étaient financés par les banques. Voilà. Ça c'était 2019. Alors après est rentré en jeu, mais avant tout ce qui s'est passé, fin 2019, ce qu'on appelle le HCSF, et ces normes un peu drastiques, pour ne pas pour rester poli, où on a dit bah, maintenant c'est 35% d'endettement, et puis maximum, et puis les banques, vous appliquez ça, c'est une recommandation au départ, après c'est devenu une règle absolue, et ça veut dire qu'on s'est déjà retrouvé avec un marché un peu plus compliqué, parce qu'on sait que les banques, par exemple, quand vous gagnez un ménage qui gagne 3 500 euros, s'il a 30 ans, pas d'enfants, et donc les revenus qui vont évoluer, c'est pas la même chose que le même ménage qui gagne 3 500 euros, qui a 2 enfants, dont un qui va faire ses études, qui va partir, qui va coûter cher. Donc les banques, elles ont regardé ce qu'on appelle le reste à vivre. Et donc elles analysaient le risque de cette manière-là. Sans faire n'importe quoi, parce que moi, quand on me dit aujourd'hui, elles faisaient un peu n'importe quoi, si elles avaient vraiment fait n'importe quoi, on aurait eu une casse énorme en 2020 et 2021. Ça n'a jamais été le cas en France. Ça n'a jamais été le cas, donc on n'a pas eu de casse, donc voilà. On disait à l'époque, les banques, de toute façon, on disait elles prêtent qu'aux riches. Déjà, on a toujours dit ça, de toute façon, les banques prêtent qu'aux riches. Alors c'est vrai qu'elles prêtaient. Le type d'emploi était très important, parce qu'aujourd'hui, les jeunes arrivent sur le marché, on leur propose des CDI, on augmente les salaires pour qu'ils arrivent. En 2019, c'était pas le cas, donc c'était plus compliqué d'avoir des CDI, donc il va y avoir des vrais contrats de travail et tout ça. Mais c'est vrai que c'était quand même plus simple. Là, on est arrivé, donc le HCSF a fait un peu le job de resserrement, et puis jusqu'à présent, ça passait à peu près parce que les taux étaient stables, et plutôt stables autour de 1%, donc très très bas. Et depuis le mois de janvier, alors, je pense quand même que la crise en Ukraine a été un gros booster, parce que nous, on voyait, au mois de janvier, les banques nous disaient on va remonter tranquillement, doucement, 10 centimes, comme ci, par là, puis sur certains profils, mais en gros, voilà, on va se retrouver à Maël, à 1,5 en septembre, tranquillement. Poum! Et il y a eu la guerre en Ukraine, et on a vu les barèmes arriver, le début de la guerre c'est le 27 février, les barèmes du mois de mars, ils ont pris 30 centimes d'un coup, et on a aujourd'hui des taux qui sont, allez, un très bon taux sur 20 ans, ça va être 1,65, 1,70. Quand les banques prêtent à ces taux-là, ça veut dire qu'elles-mêmes font un effort énorme, parce qu'elles-mêmes, elles empruntent sur des marchés beaucoup plus élevés, et la plupart des gens ont plutôt des barèmes affichés à 2%. Oui. Sauf qu'on rajoute une couche, à savoir ce fameux, alors moi je suis en croisade depuis quelques jours, puis je pense que j'ai pas fini, ce fameux taux d'usure, qui est un truc qui a été inventé à une période où les taux étaient à 5 ou 6%, et en gros on prend 5 ou 6%, on met 30% de marge, on regarde les 3 mois en arrière, et on dit l'automax c'est 30% de plus. Sauf que, bah évidemment, enfin, sans être très doué en maths, 5% plus 30%, ça ne fait pas la même chose que quand on part de 1. Et or, on est parti de 1. Et aujourd'hui, on a un effet ciseau avec des taux de référence qui sont plutôt autour de 1,10 et des taux pratiqués autour de 1,70, 1,80. Donc déjà, ça coince. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des dossiers, mais qui remontent, nous, de tout le réseau, de gens parfaitement finançables, de Français qui ont des revenus totalement solides, et auxquels on dit, bah non, vous êtes gentils, vous allez rester locataire. Alors, sur les prix, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord, parce qu'en région, quand même, dans beaucoup d'endroits, l'achat, c'est le même prix que la location. En gros, vous mettez 1 000 euros ou 1 200 euros de loyer, vous mettez 1 200 de crédit, bon, taxe foncière en plus, le sujet, mais vous mettez 1 200 euros de crédit et vous avez le bien. Sur les marchés moins tendus, on va dire. Mais sur les villes moyennes, globalement, même si elles ont beaucoup augmenté, sur les maisons notamment, l'accession, en tout cas, le ratio prix et loyer n'est pas aussi élevé qu'à Paris, où évidemment, ça n'a rien à voir. Les écarts territoriaux sont monstrueux. Ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, on a ce fameux taux d'usure, et malheureusement, aux dernières nouvelles qui datent d'hier soir, il va être légèrement relevé. Mais comme la Banque de France nous dit qu'il n'y a aucun problème, que tout va très bien, Madame la Marquise, que c'est pas vrai, il n'y a pas de blocage et que c'est les courtiers qui pleurent. Je résume, parce que c'est après comme ça que ça sort. C'était ça, c'était bien la c'est qui sort. Donc il va a priori passer, il va prendre 15 centimes, sauf que 15 centimes sur un taux d'usure, quand on a des taux compris en fait 80,
bah, ça va toujours pas faire Pour simplifier, parce que taux d'usure... le taux d'usure, c'est le taux max. C'est une expression que l'opinion ne connaissait pas. Le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel une banque a le droit de mettre. Tout compris. Tout compris. C'est ça qui est très important. Donc, avec l'assurance, la caution, les honoraires courtiers, les frais de dossier bancaire. Mais aujourd'hui, on a des dossiers bloqués. Mais quand je vous dis bloqués, c'est-à-dire que, exemple concret, vous empruntez 200 000 € à un taux d'1,65 sur 20 ans, vous mettez 0,34 d'assurance sur chaque tête à 50%, la quotité étant de 50%, sachant que normalement c'est plutôt 100%. Parce que c'est 100% chacun. En général, même le gros salaire, on protège. Vous ajoutez juste la caution crédit logement et vous êtes déjà au-dessus du taux d'usure. Et là, donc, sans honoraire courtier, sans tout ça, on est au-dessus. Mécaniquement. Et ça, moi j'ai donné des exemples et on me dit, c'est pas vrai, si c'est vrai. Et ça, il y en a ça remonte de tous les côtés. Les notaires vous le disent, les notaires, ils ont plein de ventes qui craquent en ce moment parce que l'acheteur en face n'a un refus de prêt. Mais sur le taux d'usure, alors pour notre culture générale, c'est pas une exception française, mais pas loin. Et en tout cas, si bas. Puis alors, si bas, parce que nos petits copains à côté qu'on ont, ils ont des trucs à 10, ils ont des trucs à 7, ceux qu'on a. Et d'autres pays font confiance aux banques, en fait. Nous, en plus, on est quand même le seul pays qui prête à taux fixe pur et dur, parce que même les Allemands, on c'est très prudent, ils sont en semi-fixe, donc au bout d'un moment ça remonte, ils sont en variable. L'assurance emprunteur, il n'y a que chez nous, c'est ceinture bretelle. Hein, oui, mais ça on ne peut pas leur reprocher ça, puisque fort heureusement que le marché français était à taux fixe. Ah non, mais j'ajoute que c'est une sécurité qu'on a en plus par rapport à tous nos voisins. On peut reprocher beaucoup de choses, mais le taux fixe là-dessus, il est exceptionnel. On peut les remercier tous les jours. On est dans un marché qui est très très sécurisé. Et donc voilà, donc aujourd'hui on est dans cette situation, et malheureusement les 3 mois qui viennent ne vont pas être mieux, parce que les taux des banques, vous savez, les banques elles nous disent, moi j'emprunte sur les marchés à 2,40. Oui, on rappellera qu'elles achètent la ressource. Comment voulez-vous, j'achète, j'emprunte moi à 2,40, comment voulez-vous que je prête à 1,70? Bah si, je veux prêter à 1,70, je vais vous dire clairement, à celui qui a beaucoup d'épargne, qui va arriver avec beaucoup d'argent, sur lesquels je vais faire beaucoup d'efforts, parce que je sais que je vais me rémunérer ailleurs. Le primo-accédant trentenaire qui débute, vous allez rester locataire, merci monsieur, au revoir. Encore une précision, sous le contrôle de Jean-Claude, mais sur la seule augmentation des taux, là je ne parle pas ni des critères du Haut Conseil de stabilité financière, ni du taux d'usure, mais les taux, lorsqu'on prend 10 points de base, comme on dit, 0,1, on va dire plus simplement, on perd combien d'accédants à la propriété? J'ai en tête 10 000. J'ai en tête. Le chiffre, j'ai pas. Moi, j'ai en pourcentage à peu près sur une base 100. On sait que si on prend 60 points de base, on perd à peu près 15% de la base qui était au départ. D'accord. Bon. Et alors aujourd'hui, encore un chiffre pour y voir clair, et puis ça dira des choses aux professionnels de la transaction qui sont face à nous, ou aux promoteurs. Mais ils savent, parce qu'ils le vivent concrètement. Ils vivent concrètement. Et encore une fois, on dit des choses aujourd'hui très, très crûment. Après, on parlera de remèdes aussi qui peuvent être de nature politique, et on commence à les aborder, mais la réalité elle est là. Aujourd'hui, la casse, c'est un terme, il n'est pas beau, mais il est professionnel. C'est comme ça qu'on dit, ou dans la banque, ou dans la transaction. Quel est le taux de chute aujourd'hui, en additionnant tous ces effets néfastes, la hausse des taux, les critères du HCSF, le taux d'usure? Je pense qu'on est après d'un dossier sur 2 qui casse. Là, je pense que la situation actuelle, elle est à ce niveau-là. Mais elle est clairement ça, parce que au départ, c'est effectivement les plus modestes, ceux qui ne peuvent pas l'épuiser dans leur épargne. Après, c'est les plus vieux, parce qu'ils vont avoir un petit truc d'assurance plus cher, donc l'assurance va bloquer, parce qu'il n'y a plus de questions de santé, mais il y a toujours l'âge. L'âge, ça joue toujours, ça s'écrit, donc ça se voit. Et il n'y a plus de questions de santé pour certains, pas la totalité. Oui, mais on est quand même monté jusqu'à quasiment 400 pour un couple, donc ça couvre quand même beaucoup de monde. Mais ça fait pas 70% mais l'âge, oui, c'est ça. Mais l'âge est là. Donc en fait, tout est facteur. Et encore une fois, et vraiment là, moi, ce qui me remonte du réseau, c'est des CSP+, plutôt jeunes, quand même, on va dire moins de 40 ans, mais qui ont prévu, par exemple, de budgéter un achat à 300 000, et puis auquel on me dit, bah non, ça passera que 270, parce que sinon, le TLG ne va pas passer, donc allez récupérer 30 000. Bah oui, mais sauf que j'ai pas mes 30 000. On les a. Un débat s'est ouvert, pardon, avant d'oublier, et c'est important, c'est pas mal qu'il va me dire l'inverse, il y a eu un débat dans ce contexte sur l'utilité des courtiers. Alors bon, des grandes banques, on peut les citer, la Société Générale, des caisses de crédit agricole. Si j'ai 5 minutes pour préciser, ça n'a absolument rien à voir.
Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est les concomitant. deux banques que vous citez n'ont absolument pas les mêmes façons de procéder. D'accord. Certaines caisses du Crédit Agricole, certaines caisses précises, parce qu'on travaille avec d'autres, ont décidé depuis quelques années qu'on ne servait globalement à rien, je résume, et que du coup, on ne travaillerait plus avec nous. C'est les mêmes. Ensuite, la banque à laquelle vous faites référence, qui est une grande banque de réseau, qui a arrêté très récemment, elle fait exactement partie des banques avec lesquelles on travaille très bien, mais qui nous ont dit, typiquement, moi j'emprunte à 2,40, je ne peux pas continuer à financer à 70. Donc, je vais continuer à financer uniquement mes clients et mes bons clients, parce que vous comprenez bien, je perds de l'argent. Vous voyez, donc c'est pas du tout, c'est pas la croisade banque courtier ou courtier, parce que vraiment, en l'occurrence, la deuxième banque dont je parle, c'est vraiment une banque avec laquelle on travaille beaucoup depuis longtemps et très bien, et qui n'est pas du tout dans le même, ça a été assez amalgamé dans la presse. Il y a eu quelques articles où on avait l'impression qu'il y avait c'est des courtiers qui coûtent cher. Le retour de la croisade. Bon. Alors que ça n'a rien à voir. Alors, tant mieux. Mais justement, voyons les choses plus positivement. Est-ce que dans cette période, vous ne pouvez pas faire de miracle, vous êtes un accompagnateur, un conseil des ménages sur des bases que vous venez de décrire. Mais est-ce que vous pouvez quand même faire quelque chose et est-ce que c'est mieux d'avoir recours à vous? C'est pas pour vous être agréable, hein, c'est pour dire est-ce qu'il n'y a pas une solution? Il y a un élément. Oui. Le seul élément qui peut faire baisser le TAEG et sur lequel on a un peu de pouvoir, c'est l'assurance emprunteur. Seulement, cette assurance emprunteur, elle est signée, on la passe auprès d'une banque. Et toutes les banques ne sont pas aussi, on va dire, flexibles avec le choix d'une assurance ailleurs, et je reste très poli et mesuré. On rappellera mais aujourd'hui, il faut être très clair, vous avez quand même des écarts, malgré l'absence du questionnaire de santé, vous avez le couple trentenaire, il peut être à 0,30 en banque et il peut être à 0,10 en assurance déléguée, à couverture équivalente, parce que la loi, c'est quand même couverture équivalente, donc c'est pas un truc complètement loufoque qu'on va chercher. Encore faut-il que la banque accepte la délégation d'assurance. Bien sûr. Délégation d'assurance, qui est quand même, enfin l'assurance, c'est quand même un produit pour le coup très rémunérateur. Très rémunérateur. Il gagne de l'argent là-dessus. Mais Henri, vous avez oublié un dernier point. C'est qu'aujourd'hui, on a aussi à financer des travaux en rénovation énergétique dans les copropriétés. Parce que là, on parle du crédit pour les primo-accédants, mais derrière nous, on retrouve la même difficulté sur les crédits. Et là, on se rend compte que globalement, le taux d'usure, il est violent. Parce que même si effectivement ce n'est pas considéré comme un crédit pour l'achat de logement, donc le calcul ne se fait pas de la même façon, mais on se retrouve avec des taux entre 2 et 3% pour ces points-là. Vous rajoutez une assurance qui en plus permet d'éviter la solidarité entre les copropriétaires qui vont souscrire au crédit et vous vous envolez à 0,8 ou 0,9. Donc vous finissez globalement à 3%, vous rajoutez les frais de dossier. Imaginez que dans ce crédit, vous ayez 150 copropriétaires et que vous ayez 150 fois les frais de dossier, vous avez explosé votre taux de l'usure à partir du 10e. Donc la réponse, elle est très claire. On est aussi dans l'impossibilité pour certaines copropriétés de financer les travaux que l'on veut faire voter. Notamment de transition environnementale. Notamment de transition énergétique et environnementale et comme on veut, parce qu'on est incapable de faire des crédits ou de les monter quand on a trop de copropriétaires qui souhaitent prendre le crédit.